Je m'appelle Clément Pourtal. Avec The Blue Quest, je pars à la rencontre d'initiatives de protection marine à travers le monde pour mettre en avant leurs actions et les personnes qui y travaillent. Cette fois-ci, je me rends aux Philippines, et plus précisément dans l'archipel de Palawan. Il se situe sur la pointe nord-ouest du triangle de corail, une zone qui concentre, sur 2% de la surface de l'océan, la plus importante biodiversité marine au monde. Désignée par l'UNESCO comme réserve biosphère en 1990 et longtemps présentée comme la dernière frontière écologique des Philippines, l'archipel de Palawan a vu sa population décupler au cours des dernières décennies. Les écosystèmes marins y sont désormais soumis à de fortes pressions. Des hommes et des femmes luttent au quotidien pour préserver cette zone unique, et c'est eux que je suis venu rencontrer. Mon voyage commence au nord de Palawan, sur l'île de Pangatalan. C'est ici qu'opère la Fondation Sulubaaï, créée en 2012 par un couple de Marseillais. Frédéric Tardieu, 67 ans, ancien promoteur immobilier. Je me définirais comme un autodidacte. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Si je vais droit au but, je viens en aide aux populations dépendantes des récifs coralliens, des ressources des récifs coralliens. Donc j'essaie d'assurer une sécurité alimentaire pour autrui. À l'âge de 55 ans, je me suis posé les grandes questions. Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment on va vieillir dans ce milieu sécurisé qu'est la France? On avait ce besoin d'exister encore une fois, de refaire une vie. Et le choix s'est fait plus que rapidement sur cette petite île, Pangatalan, sans savoir véritablement ce qu'on voulait en faire. Quand je découvre l'île, je suis un peu affolé parce que c'est un territoire complètement pillé. Et c'était un défi. Te dire, est-ce que l'homme est capable de reconstruire ce qu'il a totalement dévasté? Ce n'était pas notre cas, la dévastation, mais on l'endossait puisqu'on récupérait ce territoire et il fallait le valoriser à tout prix. L'adaptation a été assez facile. Mon épouse m'a surpris parce qu'elle s'est adaptée aussi bien que moi à nos premiers mois de Koh-Lanta avec une tente sur la plage, le cobra dans la tente 2 jours après, le typhon qui arrache tout 3 jours après, pas d'eau, pas d'électricité. Mais le combat était là. On a replanté 75 000 arbres à peu près, 20 000 pieds de mangroves. On a refait des murs de soutènement puisque l'île s'érodait complètement à chaque grande pluie torrentielle. Et il a fallu ne pas renoncer, se dire on a le temps de le faire, sans avoir véritablement le temps. 4 ans plus tard, en 2015, la restauration de Pangatalan est achevée. Grâce à un travail titanesque, l'île est maintenant un écosystème luxuriant. Alors qu'il s'apprête à profiter d'une retraite bien méritée, une rencontre fortuite avec un jeune biologiste marin, Thomas Pavy, va pousser le regard de Frédéric vers la partie immergée de l'île. On parle de l'île, et bien sûr, moi j'en parle toujours avec plus le cœur que la raison. Et Thomas me dit, je veux voir. Je dis, écoute, la semaine prochaine, viens sur l'île. Les récifs coralliens avaient été malmenés par la pêche à la dynamite, par la pêche au cyanure, par la pêche au compresseur, par tous ces pièges destructeurs de biodiversité. Et Thomas vient, nous fait une analyse très simpliste. Il me dit, le défi est immense, mais l'enjeu est incroyable. Et je n'avais pas compris que la mer, que la nature, n'attendait que ça.
C'est ma vision à moi, ça n'engage que moi, ces propos. Mais tu te rends compte aujourd'hui, c'est que la nature, tu donnes ça, elle t'apporte ça. Clément, là, on est sur l'historique de Sulubaaï. C'est avec Thomas que l'électrochoc va me venir. Je n'ai aucune base scientifique, j'y comprenais rien, je comprends un peu plus maintenant. Mais l'idée, c'était de dire qu'est-ce que Sulubaaï peut faire au niveau de cette mer. Donc on a créé ce récif artificiel qu'on a appelé le Sulubaaï Reef Protéger. Et de là, on a inventé cette méthode de bouturage qui naît uniquement par pression. On a complètement banni la colle, les composants chimiques et tout ce qui est plastique. Donc on est dans une nouvelle génération, dans une nouvelle compréhension de la restauration corallienne qui a été validée par l'UNESCO. Et je vais te montrer les premiers résultats. Avec 250 récifs artificiels installés, plus de 2500 bouturages et un taux de survie de 70% des coraux, la restauration engagée est un succès. Mais la démarche de Frédéric et Thomas ne s'est pas arrêtée là. Dépasser cette restauration corallienne, c'est de se dire qu'il n'y a pas que les coraux dans la mer. Et aujourd'hui, le problème des océans, c'est le siphonnage des ressources. Les poissons disparaissent à vue d'œil, ils n'ont pas le temps de devenir géniteurs une fois dans leur vie qu'ils sont déjà ramassés. Donc il faut voir large. Voir large, c'est partir dans des sanctuaires. On a réussi à obtenir notre première aire marine protégée en 2018, mais le sens aire marine protégée, c'est-à-dire que l'être humain s'engage à vitam aeternam à protéger un site, pas à mettre des bouées, pas à dire sur un papier, j'ai 50 hectares protégés. Non, c'est te battre pour ton territoire. C'est toutes tes nuits te lever quand tu entends un moteur qui te paraît suspect et y aller et contrôler avec ta torche. Et c'est ce qu'on a fait pendant presque 6 ans avec Thomas. Et là, les choses ont changé complètement. On a eu la renaissance de nos 50 premiers hectares, mais une renaissance, ça a été exponentiel. Et on n'a pas voulu rester à l'échelle personnelle, on a voulu le faire pour les autres. On est les témoins, on a l'outil avant-gardiste qui peut servir de référence, mais il fallait monter un projet, il fallait des fonds. Donc on a pris notre bâton de pèlerin, et comme dit toujours Chris, moi toi tu es un vendeur d'aspirateurs, j'ai réussi à fédérer des personnes autour de nous, et pas des moindres. Et aujourd'hui, on est tous main dans la main sur un projet qui s'appelle Sea Academy. Monter le projet Sea Academy, c'était certainement pas Sulubaaï tout seul qui allait faire sa Jeanne d'Arc au bout de l'appontement avec notre drapeau. Non, loin de là, il fallait une véritable équipe. Le projet Sea Academy voit le jour en 2020. Il vise à établir un réseau d'aires marines protégées géré par les communautés de la Shark Fin Bay. Pour le mener à bien, Frédéric s'entoure d'une équipe de scientifiques locaux et internationaux. Première étape, convaincre les communautés des bienfaits du projet et les impliquer dans les processus de création des zones protégées. My job from the start with the project is to really educate the community for them to understand what is a marine protected area, because they were like skeptical, like why are we giving part of the fishing ground to surf red? So it was a lot of education for them to understand that this is a community-based marine protected area. This is for them. This is not for Sulubaaï. So it took us 6 months to draft what they want. Is this kind of management you want or this one? It was like a lot of coming back and forth to the community to eventually come up to these policies that we have now for our MPA network. En concertation avec les villages de Sandoval, Silanga et Desplat, le réseau d'aires marines protégées est créé en 2021. Délimité par 250 bouées surveillées 24 heures sur 24 par les bantails d'Agathe, la brigade de la mer, il couvre 760 des 6500 hectares de la Shark Fin Bay. La Fondation Sulubaaï en assure aujourd'hui en grande partie la logistique. Mais d'ici un an, ce sont les communautés locales qui deviendront gestionnaires autonomes de ces sanctuaires marins. Le projet Sea Academy, quant à lui, poursuit ses différentes missions. La Sea Academy, c'est un programme qui est vraiment basé sur 4 composantes. La première, c'est la création des aires marines protégées et leur suivi scientifique. La deuxième, c'est la restauration, aussi bien des milieux coralliens que des ressources en poissons. La troisième, c'est l'éducation dans les écoles et la formation dans les communautés.
Et la quatrième, c'est la réplication du projet dans d'autres endroits, aux Philippines ou en Asie. Avec les comptages de poissons qu'on a réalisés ici, on peut mesurer maintenant l'évolution des écosystèmes marins face à la protection. Donc c'est des évolutions qui sont assez encourageantes puisque là, les chiffres que j'ai sous les yeux, en 7 ans, on voit une augmentation de la richesse spécifique, donc plus d'espèces qui sont observées dans tous les sites, une augmentation de l'abondance, donc en moyenne on voit plus d'individus, on voit plus de poissons, de la taille moyenne, les poissons sont plus gros, et de la biomasse, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de poissons totale dans les zones protégées qui est multipliée par 3. Donc c'est un foisonnement de vie et une grande diversité qui est directement causée par les mesures de protection. Pour prouver au monde de la science qu'on ne s'est pas trompé, il nous fallait quelqu'un qui ne travaille pas pour nous, mais qui vienne comprendre ce que l'on faisait avec des résultats. Donc une thèse CRIOB-CNRS, Victor, un parcours incroyable, majeur de Sciences Po, à 22 ans, on ose l'appeler Wikipédia. Il sait tout sur les poissons, mais il a cette objectivité de nous dire non, là c'est pas bon, là c'est bon. Mon travail ici, c'est de comprendre le potentiel des réserves marines, le potentiel des mesures de protection pour les communautés locales. Donc d'abord, est-ce que ces mesures de protection peuvent aider le milieu marin? Ensuite, est-ce que ces mesures de protection peuvent aider à la pêche? Et enfin, est-ce que si la pêche se trouve améliorée, ça peut avoir un effet pour les communautés locales et pour leur sécurité alimentaire? En parallèle de sa thèse, Victor initie le projet Chama, qui vise à impliquer les populations locales dans les suivis scientifiques réalisés par la Fondation Sulubaaï. On avait envie d'impliquer mieux les pêcheurs dans la science qu'on fait ici. D'abord pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons tout à fait pratiques et pour tirer au mieux parti de la connaissance qu'ont tous ces acteurs des écosystèmes dans lesquels on travaille. Donc le projet Chama, c'est travailler avec des pêcheurs, d'abord pour récolter des données, ensuite travailler avec le reste de la population pour récolter des données d'alimentation, et ensuite il y a tout un travail de formation avec les pêcheurs où on leur apprend la plongée, on leur donne une formation de plongée, donc en niveau PADI, et on les amène en plongée avec nous et on les forme à faire des suivis écologiques. Di, unang-una talaga interesado ako. Unang-una, malaking opportunity sa akin. Kasi unang-una, sa una pa lang, parang ayaw nila magpayag pero nung kaunti-unti nilang naintindihan, ayun, maganda pala ang kinalabasan o maganda ang layunin. Saka talagang na-realize nila na mas maganda ang response ang balik. Le travail avec les populations locales, c'est une particularité de Sulubaaï, c'est un peu dans l'ADN de l'ONG, et finalement ça devrait l'être dans tous les cas. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de projets de conservation qui sont menés, si ce n'est pas dans l'ignorance complète des populations locales, parfois contre les populations locales. C'est un discours qu'on retrouve régulièrement, la conservation contre les pêcheurs. C'est quelque chose qu'on essaye un petit peu de challenger ici. On essaye de montrer que la conservation peut bénéficier aux pêcheurs, mais seulement s'ils sont impliqués. Des pêcheurs impliqués dans la conservation des ressources marines, cela semble être essentiel. C'est encore plus le cas ici aux Philippines. For us, to be honest, ocean is vital. If you ask the community, how many times do you eat fish? They will answer almost every day. Imagine our fishing communities is the poorest of the poorest sector in the Philippines, but the fishing communities are the one giving the protein to the whole Filipinos. So yeah, the fisheries is really important sector and resources here in the Philippines. Ça fait 4 ans que je suis les pêcheurs, que je vais avec eux en mer, je mesure ce qu'ils ont dans leur filet. À l'échelle de la baie, depuis 4 ans, il y a eu une diminution de 30% des prises de poissons. Autour de l'aire marine protégée, la pêche se porte mieux. Mais il y a une diminution à l'échelle globale de la baie, puisqu'il y a une augmentation de l'effort de pêche. D'année en année, il y a de plus en plus de pêcheurs, et donc dans les filets, la quantité de poissons diminue. C'est un problème pour la sécurité alimentaire, et donc c'est un problème qu'il faut régler. Malgré les mesures de protection mises en place, les stocks de poissons diminuent en dehors des zones protégées. À nouveau guidé par le souhait d'innover, Frédéric espère avoir trouvé une solution à ce problème. Un poisson,
pond des œufs, ces œufs éclosent, ça devient des larves, ça devient des post-larves, ça devient des juvéniles, ça devient des adultes reproducteurs. La disparition des post-larves de partout dans le monde, c'est 95%. Et on estime que 1% des post-larves deviennent des possibles géniteurs. Donc l'idée, c'était de dire, si l'être humain, avec sa science, peut donner un coup de boost à la vie maritime, à ses ressources, il faut qu'il le fasse. Et la méthode est très simple et très compliquée à la fois. On attrape ces post-larves avec des pièges lumineux. Il n'y a que 3 nuits par mois, au moment de la lune rousse. On récupère ces pièges lumineux, on récupère nos post-larves, on les trie, on les isole par espèces, on les met dans nos petits aquariums et on les élève naturellement. Et au bout de 3 mois, ce 5 mm est devenu 5 cm. Et le but, c'est de remettre des poissons dans la mer. Ça ne veut pas dire que tout va survivre. Il y aura de la prédation, il y aura de la survie. Mais au moins, nous, on aura donné cette chance. Le Fish Lab devrait permettre de relâcher environ 40 000 juvéniles par an dans la Shark Fin Bay, afin d'accélérer la restauration de ces écosystèmes. Une solution technologique qui pourrait enrayer la diminution des stocks de poissons, mais elle ne fait pas l'unanimité dans la communauté scientifique. Il y a des personnes qui décrient ce que l'on fait, disant qu'on rebooste trop l'écosystème d'un coup, on va trop loin. Mais moi, quand je vois des personnes qui vont à la pêche et qui n'attrapent plus rien, je ne peux pas. Je ne peux pas avoir une famille de 5 enfants, le père à la mer, ça fait 7, se partager un poisson de 200 grammes avec un plateau de riz et de dire ils vont manger que ça. Donc on se doit d'aller jusqu'au bout et de trouver une solution viable pour les nouvelles générations. En attendant les premiers résultats du Fish Lab, l'engagement de Sulubaaï continue et ne se limitera pas qu'à la Shark Fin Bay. La baie voisine de Tai Tai s'est en effet rapprochée de Frédéric pour y répliquer un réseau d'aires marines protégées. I'm Joey Matiliano. I'm the Municipal Tourism Officer of Tai Tai, Palawan. When I visited Pangatalan, I couldn't believe what they have done on the island. I mentioned to Fred actually that, if we're gonna do a template for developing of islands in Tai Tai Bay in terms of sustainable tourism, Pangatalan should be the template of it because they have done a fantastic job, not just reclaiming the island from a denuded island where all the mangroves were cut, but at the same time rehabilitating the reef areas. But more importantly for me, what I also really look into is the involvement of the local community in terms of conservation and employment that the foundation is bringing into the community. And for me, that's one big thing. If you want to really do some really good conservation work, you have to involve the local community. For us, working with Sulubaaï actually makes it even easier to protect the environment here in Tai Tai, while at the same time to connect with the local communities and to bring people together for the common good of the natural resources, of the marine environment. Le regard de Frédéric se porte sur la baie de Tai Tai, mais il n'en a pas fini avec la Shark Fin Bay, où 3 nouveaux villages souhaitent rejoindre le réseau de la Sea Academy et avoir leur propre aire marine protégée. Une consécration pour ce Marseillais débarqué ici il y a 12 ans, en pré-retraite, est devenu presque malgré lui un véritable exemple en matière de protection marine. Avoir ce pouvoir de sanctuariser une prochaine baie et d'implémenter encore avec les autres villages les nouvelles AMP, moi qui n'ai pas de background de biodiversité, aujourd'hui j'ai une fierté incroyable dans l'humilité, mais honnêtement, moi je suis fier de ce qu'on a réussi avec l'équipe, parce que sans l'équipe, j'aurais jamais pu faire ça, mais là c'est... The job is done. Fred, c'est une personne qui n'avait rien à voir avec le milieu marin, avec sa conservation, avec la recherche. C'est quelqu'un qui est passionné, qui s'est dit je vais créer un système. Et donc c'est un système qui s'est créé sur des bases qui sont des bases complètement extraterrestres pour nous. En tant que chercheur, je n'ai pas une grande expérience, mais j'avais jamais vu ça. Donc une ONG qui part sur des bases vraiment juste d'une personne privée passionnée, c'est aussi unique. Et donc quelque chose d'unique, je crois que c'est bien. Puisqu'on a besoin, face à des problèmes environnementaux qui sont extrêmement divers, on a besoin d'avoir des acteurs qui sont aussi divers. C'est hyper positif parce que ça amène un discours qui est un discours d'une nature différente. C'est à prendre ou à laisser.
Mais au moins, ce discours existe. Si la Fondation Sulubaaï est aujourd'hui un exemple au niveau international, la mise en place d'une aire marine protégée peut également être accessible aux communautés possédant des ressources limitées. C'est à cela qu'œuvre l'ONG C3 Philippines, basée à Conception, sur l'île de Busuanga. My name is Reynan Teramilo. I'm the Program Coordinator of Community-Centered Conservation Philippines. Our mission is to capacitate individuals, communities, and institutions through grassroots research and trainings for the management of their natural resources. Busuanga is a pristine environment. Now the tagline of the Busuanga municipality is the last shade of paradise. We need to protect this pristine environment because there are other threats other than the illegal fishing or environmental degradation, but tourist development aggression is also coming. Porté par les réseaux sociaux, le tourisme a explosé ces dernières années aux Philippines. Dans les endroits les plus saturés, les conséquences sont dramatiques pour les écosystèmes côtiers fragiles. Un destin que C3 souhaite éviter à l'île de Busuanga, destination encore relativement confidentielle, en y développant des aires marines protégées. En moins de 10 ans, l'ONG a participé à la création de 10 aires marines protégées autour de l'île, dont celles communes des villages de Conception, Sagrada et Bugtong. The marine protected area in Sagrada, Bugtong, Concepcion is 616 hectares. It's composed of 3 habitats, the mangroves, seagrass, and corals. It was established through the initiative of the local government units of Busuanga. C3 is just like a catalyst or a facilitator. We help the local government units and the communities to do some research on like the biophysical assessment, on the formulation of the management plan, doing studies of potential ecotourism activities in the area or other possible source of income to make the management of this marine protected area sustainable. Rendre la conservation marine autonome financièrement est un enjeu majeur pour ces petites communautés aux moyens limités. La manne financière apportée par la création d'activités d'écotourisme peut permettre cela. We open the marine protected area for ecotourism activities for it to become financially self-sustaining because the local government spending money to pay for the MPA guards, the guard houses, for the patrol boats, the fuel that they use in patrolling, the MPA 24/7. And hopefully, in the near future, the income that will be derived from the Concepcion, Sagrada, and Bugtong Marine Protected Area will also be utilized to replicate other similar activities in other areas of the municipality and for the communities to have a better income and a better life by managing, protecting, and conserving the resources. Si l'île de Busuanga peut espérer financer la conservation par l'écotourisme, c'est en partie grâce à la présence d'une espèce marine unique le long de ses littoraux. Busuanga is special as a stronghold for dugong in the Philippines. One of the milestones of C3 here in Busuanga is the establishment of 8 dugong conservation areas. L'une de ces zones de conservation se situe aux abords de l'île de Calawit, un territoire appartenant au peuple indigène autonome des Tagbanyua. This whole island is being managed by the indigenous people. Since time immemorial, the indigenous people are already doing this kind of traditional and cultural knowledge to protect their environment. C3 Philippines believe that they are the genuine managers and good stewards of these resources. We just provided them the technical and the scientific inputs, but they are the one who's still deciding on what to do on their environment.
We are very thankful because the C3, we have a C3 here. No? So the combination of community-based knowledge, how to protect, and technical, the scientific base. No? So to be able to sustain our protected area. Our life as indigenous peoples depend on the environment, no? And the quality of our life is depend on the quality of environment that we have. Totalement autonome, le peuple indigène de l'île de Calawit ne reçoit pas d'aide du gouvernement. Afin de financer la protection de leur territoire, les Tagbanois ont lancé leur propre entreprise d'écotourisme, centrée sur l'observation des dugongs. Formés par ces trois, les membres de la communauté encadrent l'expédition. Le dugong est le seul mammifère marin herbivore. Capable d'engloutir 40 kg d'herbiers marins par jour, il se cantonne aux zones côtières, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux pressions humaines. Les dugongs sont d'ailleurs classés comme espèces vulnérables par l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'animal est entouré de nombreuses légendes. Certains historiens estiment qu'il aurait inspiré le mythe des sirènes. Pour le peuple Tagbanois, le dugong fait tout simplement partie de leurs ancêtres. I am Afo Fidel Igiamon Dragon Sr., living here in Calawit. Protection, it works so much in our community because protection itself, it was been inherited from our ancestor. Dugong itself, we considered it as our ancestor. The people notice in Calawit, there are so many dugongs. Previously, there are so many tourists engaged in this dugong, but without the benefits of the community. That is why we started to put up this dugong enterprise. The intention is to be used it as our aid in implementing protection of the environment. Money could help us also protecting our culture. Conservation is very important. The life of Tagbanoa is always go fishing. Fishing is their daily livelihood. Once we destroy our natural resources in our territory, we destroy finally our lives. So we need to conserve all natural resources, the forests, the mangroves, down to the ocean. Quatre jours plus tard, je me réveille au milieu de la mer de Sulu, aux abords du parc marin du récif de Tubbataha. Une destination exceptionnelle que j'ai bien cru ne jamais pouvoir atteindre. The reason you're actually stuck here is because there's an LPA, a low pressure area. The Philippine Coast Guard asked the 10 boats that were in Tubbataha yesterday to come home to Puerto Princesa because of the bad weather that's going on right now. And there's actually one boat left in Tubbataha, and it's moored near the ranger station for shelter. They're there, and you'll be stuck here for, I guess, another 24 to 48 hours unless the weather clears up miraculously, so you'll be able to leave soon. On est bloqué à Puerto Princesa, on a passé la nuit sur le bateau en espérant qu'on puisse partir. On était déjà censé partir il y a 2 jours.
La situation elle est un peu particulière parce qu'il y a quelques jours, il y a eu une tragédie sur Tubbataha et il y a un bateau de plongeurs qui a coulé. Donc tout le monde est super prudent et en fait là les bateaux de tourisme, de plongeurs qui sont là, ils attendent le feu vert des gardes-côtes pour partir. Mais étant donné qu'il y a eu la tragédie et étant donné qu'il y a eu 2 dépressions qui arrivent coup sur coup, là il y en a une qui est encore en cours, les gardes-côtes ne veulent pas donner le go pour que les bateaux partent. Donc tout le monde est coincé sur les bateaux et là c'est assez fou parce que dans la baie, il y a 10 bateaux de touristes remplis de guests qui attendent de partir et bon, les esprits commencent à s'échauffer, c'est des croisières qui coûtent très cher. Mais après, c'est des cas de force majeure et en fait, nous, quand on est arrivé, on pensait que c'était habituel et que ça arrivait à peu près tout le temps, cette situation. Et le staff du bateau nous a expliqué que c'est quelque chose qui s'est quasiment jamais vu, d'avoir tous les bateaux coincés à Puerto Princesa et qui ne peuvent pas aller sur Tubbataha. 48 heures plus tard, les gardes-côtes donnent l'autorisation au bateau de prendre la mer. Après 12 heures de traversée, nous voilà enfin aux abords des récifs de Tubbataha, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993. Alors que les touristes effectuent leur première plongée, j'embarque à bord de la navette des rangers du parc. Le Tubbataha Management Office, gestionnaire du lieu, m'a en effet accordé le privilège unique de partager le quotidien des protecteurs de ce site. Voici la Ranger Station de Tubbataha. Elle est située sur l'atoll nord à 150 km des côtes les plus proches. Des équipes de rangers s'y relaient toute l'année, par rotation de 2 mois. À marée haute, cernée par la vie marine, la station est le seul point émergé de l'atoll. Nous sommes rapidement rejoints par les membres d'une expédition scientifique venue étudier les oiseaux du récif. Angélique Sonko les accompagne. Surnommée Mama Rangers, elle est la directrice du Tubbataha Management Office. I am Angelique Morato Sonko. I'm the Protected Area Superintendent of the Tubbataha Reefs. That's my official title. My unofficial title is Mama Ranger. And I've worked here for 22 years. In 1978, somebody from Puerto Princesa discovered Tubbataha, and tourists began to come in the early 80s. There were very few dive boats, actually, because it's very far and it's very costly. And because it's far, it's also far from the minds of policymakers and of people who take care of reefs. And so in the late 80s, illegal fishers were coming here. They were dynamite fishing, cyanide fishing. People were collecting turtle eggs from the islets, birds' eggs. It became a reserve in 1988. The following year, we found that corals had decreased by more than half. We knew something was wrong. We realized you're inscribed as a park. It does not mean anything. But then management that was solely focused on Tubbataha only began in 2001. That was when my office was established, the Tubbataha Management Office. Our function really is to provide information to the policy-making body so that then they can make informed decisions, so that these decisions make sense here on the ground, and our job is to implement those decisions. The Rangers is the representative of the Tubbataha Management Office here. Our mission is to conduct law enforcement. We have to make sure that nobody is doing illegal things in this place. Tourism management includes boarding the vessels, assisting the tourists when they have issues, making sure that the mooring buoys are safe and are okay. And they also participate in research. Since the scientists can only come here in a very short period of time, they're here for a whole year, they can gather data for us for a whole year. And it's very important in learning more about how to manage this place. The Ranger Station was built in 1999. It was built by the Navy Seabees. That's a construction arm of the Philippine Navy. And so you realize that it's really old and it's been battered by winds and waves and, by the elements. And the Rangers spend a lot of time maintaining it. I'd like to really make the lives of these Rangers easier.
Every time I visit, I know there's so much that needs to be done and so much that's lacking. But, you know, I speak to them and they seem okay. I don't know why. Une nouvelle station est en cours de construction. Elle sera formée de 3 structures interconnectées. Un espace de vie pour les rangers, un bâtiment dédié à la recherche scientifique et un hélipad. Une évolution nécessaire alors que la station actuelle en est à sa 23e année de service. 5 mois avant mon arrivée, les rangers ont essuyé une tempête particulièrement violente qui a arraché une partie du bâtiment. Un moment terrifiant, vécu à distance par Mama Rangers. The tide is highest in December and the sea is roughest at the time as well. And I was so scared. They were talking to me on the phone and somebody in the background was like, hey, now we're losing the floor, you know, they're all screaming. You know, what can I do, you know, I'm in my room. And then you sent... That was very scary. Well, you sent the Navy patrol or... The Navy boat came all the way from El Nido, came here to evacuate. That's the first time in 22 years there was nobody on this station. And they all wanted to return the following day. Oh no, there's no one there, we should go back. But anyhow, the good thing is it was too rough for the fishers to come as well. Yeah, so that was... And so, yeah. Because do you think, like, if for any reason during 1 week, just 1 week, there is nobody, fisher will come back? Yeah. Les 97 000 hectares du Parc Naturel de Tubbataha représentent 66% de l'ensemble des zones marines protégées aux Philippines. Les écosystèmes du récif abritent plus de 350 espèces de coraux et près de 500 espèces de poissons. Après plus de 20 ans de protection renforcée, le récif fait le bonheur des scientifiques du monde entier. Tubbataha Reefs is really special because it's what you call a living laboratory. Apart from us doing our regular monitoring, there's a lot of scientific researchers who would come to the park in order to compare it to other places which are now more degraded. Tubbataha is where they actually use as a control site because then there's very limited human activities. The tourism activities in the park is only from March to mid-June. So they'll be able to study the regular processes happening in a reef area with very little human intervention. That's very important in regards to science. Après la plongée, nous rejoignons le bateau de l'expédition scientifique venue étudier les oiseaux du récif. Every summer we bring in our seabird consultant. His name is Arne Jensen. He's been working with us since 2004, and along with him are other ornithologists in the Philippines. So they help us do our annual seabird survey. They would stay there for 3 days and 2 nights to count all the birds that you see there. So we have 7 seabirds that are regularly breeding in the park. So we focus our attention into building nesting structures where we hope they would build their nest and have their eggs there. Seabirds are on top of the food chain. They're an apex predator, just like sharks and the big fishes. So if you have a lot of seabirds, that tells you that the reef that they're feeding on is healthy. And so we have to closely monitor our seabird population because then we have one indicator. If they have food there, they will stay, because if they don't have food nearby, they would actually go somewhere else. It's reflective of the health of the reefs if we can keep our seabird population intact. B-Boy, l'un des rangers, a participé au comptage des oiseaux. C'est sa première rotation de 2 mois dans le parc de Tubbataha. It is a great privilege for me to be here as a part of my presence to preserve and protect the area, because Tubbataha provides wind larvae and other small fishes to the nearest area of Palawan and other part of the Sulu Sea. It is important for me that we need to protect so we can give a good life for others, especially for our fishermen. It is far from home, yes. I miss family, loved ones, and others. It sometimes feels like sad when there's a strong wind or storms. It seems like
very afraid for us. This duty seems like easier for me because I'm also a fisherman. When we are in Coron, Palawan, when I was 14 years old, we go to the sea for over 1.5 months. My family is depending on the fishing. No? We are a fisherman and all of our needs is from the ocean. So that's why here I am now. I am very confident that I am belong here, one of the ranger protecting and preserving. And hopefully one day I can give a knowledge to our fellow fishermen how to protect, how to consume, or how to reserve those corals, fish. Because in our island, yes, they are fishermen, but they don't have an idea on how to protect this. They destroyed corals, they do dynamite fishing. So the only thing we can do for them is giving knowledge. Hopefully one day, that is one of my dreams, that I got this job, that I can provide them a good knowledge about that. Father, of the Son, and the Holy Spirit, Amen. This as, O Lord, for this thy gift, it's about to receive from the bounty. Je passe les 24 heures suivantes à partager le quotidien de ces rangers du bout du monde. The beard of the hull. Si les conditions de vie sont précaires, la fierté de protéger un territoire unique est présente en chacun d'eux. Leur implication sans faille leur a valu de recevoir le prix du Rangers décerné par l'Union internationale pour la conservation de la nature, récompense ultime qui célèbre dans le monde entier la bravoure des personnes qui protègent le patrimoine naturel. Tubbataha a d'ailleurs reçu le Blue Park Award de Marine Conservation Institute, prix qui récompense les meilleures aires marines protégées à travers le monde. Un succès auquel Mama Rangers n'est pas étrangère. When I became manager, it's not like I knew what I was going to do because I did not study conservation. I was a diving professional and I worked here for 10 years as a dive guide, and I fell in love with this place. And it's not like I set out to innovate or invent new ways of managing. No, it's just that I intrinsically just love this place. And I've invested a lot of those 22 years on the people I work with. And so when I leave, they'll still be there. And I hope that has created a culture of caring for the environment and for each other. Mama Ranger is really an inspiration. If you've seen her passion in doing things, the way we do things, it's reflective of how passionate and how dedicated she is with regards to marine conservation. Mama Ranger is really like a mother in our office. She looks after us. She actually looks after us, takes care of us, and just like anyone else who has a mother, a part of us are afraid of her strong presence. She commands respect. Her aura commands respect. Is what I think made this management office last this long. We have the highest fish biomass in the Philippines. Tubbataha holds one of the major areas for seabirds in Southeast Asia, and we have 90% of all the coral species in the country, and all of that means we cannot fail. We must do our job, so we have no choice,
we can't lose these things on our watch. And so the beauty of the park is not because it's nice to look at and because tourists appreciate it. The thing is, it supplies the fish and coral larvae to the other areas in the mainland, you know, in the Sulu Sea, in the islands around the Sulu Sea. It spreads the eggs of fish and corals, and that's the ecological value of Tubbataha. We have to protect that value, and in protecting it, it remains beautiful, and so tourists come, and then we are able to educate people who come here. Like if you come and see something so beautiful, you don't like to destroy it. You want to do your share in protecting that place. And so that's the dream, that when they leave, they think that of places like this and maybe have the heart to do something to protect it. Aujourd'hui, au niveau mondial, seulement 8% de l'océan est protégé. Fin 2022, la COP15 a abouti à l'accord historique de Montréal, dans lequel chaque État s'engage à protéger 30% de ses écosystèmes marins et terrestres d'ici 2030. Mais créer une aire marine protégée, ce n'est pas seulement la dessiner sur une carte. Pour être réellement efficace, elle doit bénéficier d'une vraie capacité financière et humaine, et s'intégrer aux enjeux sociaux et économiques locaux. Qu'elle soit issue d'une initiative privée, de la volonté d'une communauté ou de la nécessité de conserver un joyau écologique, les aires marines protégées sont reconnues aujourd'hui comme étant l'outil le plus efficace pour la conservation marine. Elles sont la solution porteuse d'espoir, car l'avenir de l'océan est intimement lié au nôtre.